Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 20 décembre 2022. Vincent Kahn, je suis ravi de vous retrouver, chers amis, pour l'avant-dernière de l'année. D'ailleurs, avec un peu d'avance, joyeux Noël à toutes et à tous. En fin de semaine, j'espère en famille, en tout cas j'espère que vous allez bien et que c'est un temps heureux pour vous malgré la performance du marché crypto cette année 2022. Alors le temps du bilan viendra, concentrons-nous sur le court terme. J'ai un long programme, j'ai prévu tout ça pour vous mes amis, je vais essayer de faire ça vite peut-être en 20 minutes, 20-25 minutes, on verra bien. Déjà le contexte global, les banques centrales ont déclaré la guerre à l'inflation, vous le savez, et vous savez quoi ? Elles veulent tellement réduire l'inflation à néant, lui tordre le cou, lui casser les ailes, ça ce sont les ailes du signe noir FTX, bref, les banques centrales sont prêtes, désirent peut-être même une récession pour briser la hausse du régime des prix. Alors c'est en cours, c'est vrai que l'inflation se replie. On va regarder ça car le contexte global macro est en train de reprendre un peu le dessus sur le marché crypto alors que l'affaire FTX, le FUD Binance, nous avons peut-être les prémices de la fin de l'affaire FTICO, Binance et compagnie. Alors restons prudents, mais vous savez, moi je regarde un nouveau baromètre qui est un nouveau. Oui, c'est un nouveau baromètre, on ne regardait pas vraiment ça avant, la balance des dépôts-retraits chez les plateformes centralisées. Ça y est, depuis 24 heures, fin de l'hémorragie chez Binance. La semaine dernière, ça a saigné, mais ça a saigné fort. Peut-être que nous avons les débuts de la fin de cette période de stress vis-à-vis des plateformes centralisées. Nous verrons bien. En tout cas, n'espérons pas non plus un rallye de Noël. Car techniquement parlant, rien n'est fait. Il n'y a toujours pas. Alors, je vais vous proposer ici un bilan global technique. Vous allez voir, j'ai classé ça par catégorie. Et puis, Bitcoin, ETH, le BNB, et puis c'est le CHZ cette semaine. Les 4 cryptos qui vont être analysés techniquement. Mais voilà, il y a peut-être l'espoir qu'il manque techniquement. Une session de rupture haussière pour interrompre le bear market. Alors oui, il y a des divergences. J'en ai encore trouvé quelques-unes. Enfin, elles sont là, elles sont présentes. Je vais même vous montrer. Je me suis fait plaisir. Oui, écoutez, voilà, ce sera mon petit cadeau de Noël. D'ailleurs, pour les cadeaux de Noël, n'hésitez pas. Nous avons un bel ouvrage, un beau bouquin qui est juste ici. Vous avez le lien dans la description. Ça peut être une idée de cadeau si vous êtes sur le tard pour offrir un bouquin. Moi, vous savez, je préfère m'intéresser à une classe d'actifs quand elle a perdu 80% que lorsqu'elle est en hausse de 90% sur 4 ans, que c'est la fin du bull market. Je ne dis pas que c'est la fin du bear market, mais en tout cas, il y a des divergences. Mais sans séance de rupture haussière. Je vais vous remontrer ce qu'est concrètement une séance de rupture haussière. Sans séance de rupture haussière, il n'y a pas de fin du bear market. Et la cible technique naturelle que tout le monde connaît, que tout le monde attend, que certains espèrent, les 10-12K restent actives. Mais elles ne le seraient plus en cas de réintégration avec volume et sur la base d'une clôture hebdomadaire des 19-20K. Allez, poussons le bouchon un peu plus haut jusqu'à, on va dire, 21K, à savoir effacer la dernière purge. Et là, on aurait la fin du bear market. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Et le Père Noël ne nous fera pas ce cadeau, le rallye de Noël d'ailleurs, ce fameux rallye de Noël. Vous avez vu sur le marché action, c'est pas vraiment ça. Mais je vais quand même vous remontrer statistiquement à quoi ça correspond ce rallye de Noël. Donc c'est parti, on perd pas de temps parce que ça fait déjà 3 minutes. Je me réinstalle sur mon ballon. Alors oui, au passage, un ballon de kiné, ça coûte pas très cher. Ça peut être aussi un cadeau de Noël. Franchement, vous savez, moi j'utilise ça depuis 2 ans, ça m'a sauvé le dos. Bon, avec bien sûr des exercices physiques quotidiens, mais ça a franchement aidé. Bon, c'est un autre sujet. Et puis je pense que si je vais bientôt investir dans un micro que je ne serai plus obligé de prendre à la main, mais ça, on verra ça en début d'année prochaine. Boum! Stop le blabla. Alors, je suis mon plan. Le contexte. Les banques centrales veulent briser l'inflation au risque de générer une récession. Oui, chers amis, elles le veulent. Pour quelle raison ? Vous avez sous les yeux l'évolution du CPI aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation. Et en zone grisée, ici, vous avez les récessions du 21e siècle. Alors là, vous avez 2 occurrences, mais ça vaut largement aussi, c'est aussi valable pour toutes les récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
toutes les récessions réelles ont été des briseurs d'inflation. Et là, on a quand même un truc énorme à briser, une inflation en hausse verticale depuis 1 an et demi. Donc, elle le désire. Et d'ailleurs, les indicateurs de probabilité d'une récession, semaine après semaine, moi je pense que 2023, nous l'aurons. Alors, est-ce qu'elle sera forte ou plutôt d'un type dit de soft landing, nous verrons bien. Mais en tout cas, c'est ce qui, vous allez voir, dans 6 mois, il n'y a plus d'inflation. Ça, c'est mon opinion. On verra, j'ai peut-être tort. Mais parce qu'il y aura une récession. Alors, l'impact Bitcoin récession, chers amis, le manque de peau, on n'a que 12 ans d'historique de cours. On a la récession de 2007-2008 et celle du Covid. On ne peut pas en tirer des conséquences. Donc on ne peut pas. Par contre, du fait de l'impact des récessions sur les autres classes d'actifs qui agissent par corrélation sur le cours de Bitcoin, on peut en déduire des conséquences. Ça, je traiterai ça dans une autre vidéo. Donc revenons à nos moutons. Elles veulent une récession pour briser l'inflation. Vous avez ici l'impact de la crise du Covid ou de la récession de 2007-2008. Vous voyez bien l'impact sur le taux d'inflation. C'était la chute libre. Et là, après cette hausse verticale, on a quand même besoin d'une chute libre désormais. Alors, les autres classes d'actifs, je vous remontre ici l'indice S&P 500, rejet sous la résistance des 4100 points comme prévu. Voilà, bon, pour une fois, je me jette des petites fleurs, mais voilà, bon, enfin, pas vraiment, mais bon, la résistance a agi comme un couvercle en béton armé. Le marché est en repli. Le bear market sur le marché action continue de se replier. Notez que cette baisse des actions depuis une semaine n'a pas eu d'impact sur le marché crypto parce qu'il a ses propres problèmes à régler et peut-être aussi parce que le dollar américain continue de se replier. Plus que jamais, la baisse du dollar américain face à un panier de devises n'est pas terminée, elle se poursuit. Je reprends les signaux techniques donnés par l'analyse technique en données mensuelles sur l'indice dollar américain face à un panier de devises et en particulier la sortie par le bas du RSI de sa zone de surachat qui fut à chaque fois à long terme un signal de vente. Ça a été encore le cas. Qu'est-ce que c'est beau? Oui, mais bon, effectivement, moi j'aime les graphiques. Je ne suis peut-être pas très objectif, mais en tout cas, vous savez, en analyse technique, il n'y a rien de mieux que les graphiques de long terme. Et d'ailleurs, je vais vous montrer des choses de long terme sur le cours du Bitcoin qui ne sont pas là pour donner un quelconque espoir. La messe ne sera dite que lorsque viendra une session de rupture. Tant qu'elle n'est pas là, le bear market est présent. Donc, soyons clairs. En tout cas, sur les facteurs cross-asset, c'est appréciable de voir le dollar continuer de se replier. Et la probabilité d'une récession aux États-Unis, je vous montre le chiffre publié hier aux États-Unis, qui est un indicateur NAHB de la demande immobilière pour l'immobilier résidentiel. C'est la chute libre, comme au moment de la crise du Covid, sauf que là, on n'a pas mis les économies à l'arrêt volontairement, à cause de la hausse des taux d'intérêt. Ça fait partie, moi, des indicateurs là qui nous annoncent avec certitude une récession. Alors, ça va être hyper intéressant l'année prochaine de voir comment se comportera le Bitcoin en récession. Car je vois déjà arriver les récits, les narratifs d'un Bitcoin valeur refuge en récession. On ne sait pas, on n'a pas assez d'occurrences, ça va être nouveau et ce sera passionnant. Pour le moment, la situation reste complexe. Alors, le contexte endogène maintenant, le FUD Binance. Oui, il y a du mieux. Moi, je surveille ça comme, alors on dit quoi? De l'huile sur le feu, du lait sur le feu, je ne sais pas, au choix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Non, je rigole, c'était juste pour placer la phrase. Donc, depuis 24 heures, ça y est, il n'y a plus de décollecte. Ça recollecte même un tout petit peu, 1000 petits bitcoins. Si cette semaine, le bain de sang de la décollecte vis-à-vis de Binance s'arrête, on retrouvera un pilier pour arrêter le bear market. Mais je reste prudent car tous les jours, il y a des news qui tombent. Alors je vais vous remontrer les datas de la preuve de réserve, etc. Mais ça a été un peu tourné en ridicule, cette histoire de la preuve de réserve, avec en plus Mazars, qui est un des big four de l'audit comptable et financier, qui s'est retiré. Mais bon, tourné en ridicule, oui ou non, c'est quand même le début d'un processus. Maintenant, entre faire le point sur des réserves déclarées et comparer ça au dépôt des clients, et un vrai audit du compte de résultat, du tableau de flux de trésorerie, du bilan, c'est complètement différent. Et ça, on ne sait, les Big Four ne semblent pas vouloir
aller trifouiller dans les comptes des plateformes centralisées. Ou peut-être que les plateformes centralisées ne le souhaitent pas. Bon, ça, on ne sait pas, c'est un autre sujet. Donc oui, Bitcoin Balance on Exchanges, plus 1300 BTC chez Binance depuis 24 heures, alors que c'était moins 67 000 depuis 7 jours. C'est urgent de s'arrêter, car la balance sur les plateformes centralisées est revenue à son plus bas du niveau de l'affaire FTX. Il est urgent de voir la recollecte revenir chez Binance. C'est mon indicateur majeur. D'ailleurs, les réserves chez Binance, vous avez ici, donc je suis chez Glassnode, le Bitcoin Proof of Reserve en BTC. Bon, on voit que Binance a quand même des réserves en BTC qui ne cessent d'augmenter. En noir, vous avez la courbe du Bitcoin. Par contre, effectivement, si on exprime ça en dollars américains, les réserves de Binance sont en baisse. Mais oui, c'est normal, parce que le prix du Bitcoin en dollars est en baisse. Mais ça représente quand même encore 8 milliards de dollars, donc c'est pas rien. Et là, vous avez la totalité des réserves de Binance. Ça reste quand même solide, même si ça a été tourné un poil en ridicule, cette histoire de preuve de réserve. Attention, cette semaine, vous avez énormément de statistiques américaines à suivre qui vont permettre d'en savoir davantage sur la probabilité ou non d'une récession. Et maintenant, chers amis, on passe au point technique. Il y a des divergences. Là, le mouvement de baisse de début novembre de FTX, Binance, Echo, il est en divergence. Il l'est encore. Très bien. Une divergence montre que la baisse ralentit. C'est juste une alerte, un highlight, une petite lumière, pour se poser éventuellement la question de la fin du bear market. Sans divergence, il n'y a pas de stress, on suit la tendance. Quand ça diverge, on arrête de suivre la tendance pour s'interroger. S'interroger et surveiller l'apparition d'une cession de rupture haussière sur l'action des prix, car c'est seulement l'action des prix. C'est-à-dire que s'il y a une semaine sur l'action des prix de rupture haussière et que ça a été précédé d'une divergence, oui, le bear market est fini. Par contre, si c'est pas précédé d'une divergence, eh bien, on a moins confiance. Vous comprenez la logique ou pas? Alors, où sont ces divergences? Je vous montre. Alors déjà, attention, je vous ai montré la semaine dernière la volatilité à 7 jours du cours du Bitcoin. Là, je vous montre la volatilité à 30 jours. Je suis chez CoinGlass. Elle est revenue sur son plus bas de l'affaire FTX. Donc attention, d'avant l'affaire FTX, ça pourrait rebondir. Vous avez sous les yeux la représentation graphique du Bitcoin All-Time History Index représenté par les bougies japonaises en données hebdomadaires. Je vous montre là le cas de marché le plus haussier. Alors attention, ce n'est pas le cas de marché auquel je crois, car ce bear market a été aussi une vraie leçon pour moi d'arrêter de chercher à imposer mes schémas techniques au marché, alors que le processus devait être le contraire. Donc oui, effectivement, d'un point de vue graphique, on pourrait voir un biseau descendant, il y a des divergences haussières, mais ce type de pattern, ce n'est qu'un modèle de probabilité. Ça peut être invalidé. Et eu égard aux fondamentaux. Et bon, déjà, il faut en sortir pour avoir un signal. On n'en sort pas. Mais là, c'est la vue de marché la plus haussière que je vous propose, qui est celle d'une structure en biseau descendant, avec des divergences. Alors, il y en a deux. Il y a celle ici sur l'indicateur technique RSI, et il y a celle sur la disparité relative à la moyenne mobile à 30 semaines. La moyenne mobile à 30 semaines, vous l'avez ici en orange. Constatez ici que la fin du bear market en 2018, c'était une belle rupture haussière de la MM 30 semaines. On a eu pareil après la crise sanitaire. Et donc là, ce serait un scénario le plus haussier qui serait de redépasser la résistance à 20 000 $ et de redépasser la moyenne mobile à 30 semaines. Et là, oui, on aurait le signal de la fin du bear market. Ici, c'est l'écart relatif entre le prix et la MM 30 semaines. On a un nouveau plus bas sur le prix, on n'a pas de nouveau plus bas sur l'écart relatif entre le prix et la MM 30 semaines. Et notez ici à l'époque que lorsqu'on l'avait redépassé, alors la ligne de 0 est ici. Lorsque la courbe est verte, c'est qu'on redépasse la ligne de 0. Si on est au-dessus de la ligne de 0, c'est que le prix est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. J'espère que vous me suivez sur la façon dont on comprend un indicateur de disparité index d'écart relatif entre un prix et sa moyenne mobile. Ici 30, donc 30 semaines. 30 semaines, pourquoi? Parce que je suis en W weekly. Voilà, bon. Voilà.
Donc ça c'est le scénario le plus bullish. Par contre, bah, pour l'instant il n'est pas actif parce qu'il n'y a pas de session de rupture. Et actuellement ce qui est actif c'est le bear market, c'est la VAX 5. Et la semaine dernière on est revenu tester le précédent plus bas avec un rejet sous les 18 500, 19 000 $. Donc tant qu'on ne dépasse pas la résistance, voilà, c'est quoi une session de rupture? Ben, je vous l'ai mis ici avec une énorme flèche verte. Hein. Parce que j'aime bien ce petit... ce petit dessin là comme ça sur TradingView. Mais voilà, c'est ça une session de rupture. Mes amis, le jour où nous avons ça, ce sera la fin du bear market. Tant qu'on l'a pas, il n'y a pas de fin du bear market. Il se déploie. Hein, il se déploie. Bon. Ça, c'est la fameuse lueur d'espoir que je vous montre chaque semaine. D'ailleurs, même quand bien même l'analyse technique appliquée au Bitcoin ATH d'Ordonne autorise 3-4% de baisse de plus. Alors, allez, la lueur d'espoir, elle est là, le stock-to-flow model. Alors, le problème du stock-to-flow model, bien sûr, c'est qu'il faut quand même que la demande de Bitcoin reste constante, qu'on reconnaisse son utilité sociale, etc., etc. Dans tous les cas, nous sommes désormais... Alors, les couleurs, le code couleur représente l'écart au prochain halving. Mais je vous ai représenté ça ici. Le prochain halving, ce sera au printemps 2024. Nous sommes... Alors, est-ce que c'est en mars ou en avril 2024 ou en mai, j'en sais rien. En tout cas, nous sommes à peu de choses près autour de 470 jours avant le prochain halving. Nous sommes dans la moyenne. En fait, généralement, les points bas ont été faits en moyenne 473 jours avant le prochain halving. Le code couleur l'indique aussi. Vous voyez, on est rentré dans cette phase bleue. Bon, ici, par exemple, ça avait duré très longtemps à plat. Là aussi. Donc voilà, le fait qu'on soit à cette distance du prochain halving n'est absolument pas un frein pour aller à 10 ou 12 000 $. On peut très bien aller à 10 ou 12 ou en dessous. Mais bon, ça fait partie des indicateurs qui, à utilisation constante du BTC, encore une fois, nous dit que c'est pas stupide de commencer à s'intéresser à un point bas. Mais bon, voilà. Bref, vous connaissez le topo et bon, je vais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de point bas. Au final, la seule chose qui compte, c'est l'action des prix. C'est l'action des prix, c'est la seule chose qui compte. Et pour l'instant, cette action des prix, elle n'est pas haussière. ETH. Alors ETH, je me suis d'abord tourné vers les données de participation. Je suis ici sur CoinGlass, vous avez sous les yeux la mesure dite de l'open interest sur les contrats futurs et ETH. C'est intéressant de noter que l'open interest, la courbe bleue, est revenue sur son plus bas, de mars 2021. On a en fait une énorme zone de support de la participation sur ETH. C'est une zone de rebond. Pour le moment, on n'assiste pas à... c'est une zone de rebond, mais il n'y a pas de rebond de la participation. Donc, on voit que même si... Moi, ETH, j'ai toujours considéré que ETH, s'il reste encore une purge, imaginons l'ultime purge ETH, pour moi, c'est 700-800. C'est-à-dire que si on va en dessous, c'est qu'on coule, c'est qu'il y a un bad mondial, c'est qu'il y a quelque chose d'hyper violent contre les cryptos qui sera du côté de la régulation ou un effondrement des plateformes centralisées dans ce cas-là. Bon, mais pour moi, c'est le dernier niveau jusqu'auquel je crois en fait à la reprise d'un bull market en 2023. Enfin, c'est ça la question qu'on se pose. L'année va commencer. Moi, je serais mentalement et même dans ma gestion de position à accepter un repli de TH jusqu'à cette zone des 700-800 $. En dessous, j'arrête. Si le marché s'y présente, j'y serai. Après, avec ma gestion du risque, bien sûr. Hein. Mais voilà. Et donc, pour le moment, ETH, alors, la zone des 700-800, c'est cette fameuse énorme ligne de tendance que tout le monde a. Il s'agit aussi de 50% de retracement et cette 50% de retracement de tout le rallye Covid. Bon voilà, là on a cette phase latérale au-dessus des 1000 $. Notez aussi d'ailleurs le rôle de la moyenne mobile à 30 semaines, comme pour le cours de Bitcoin. Et là, il y a une forme de remontée, vous voyez, il y a une remontée, une sorte de divergence aussi sur le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines. Redépasser, on pourrait avoir ce type de signal. En fait, c'est ça qu'on attend aussi. On attend aussi sur ETH une session de rupture à la avril 2019. Pour l'instant, elle n'a pas lieu. Le marché reste couvert par l'ex-ATH des 1529 $. Et tout comme le BTC, tant qu'il est couvert par ce couvercle en béton armé, le bear market se déploie.
et en données journalières pour ETH, alors il y a la zone d'accumulation des 1250. Est-ce la bonne ou pas? Franchement, je n'en sais rien. Le dernier signal qui a été donné, ça a été la rupture des 1241 $, qui était un niveau en fait intermédiaire. Pour retrouver un signal boule, il faudrait redépasser cette résistance, mais pour l'instant, techniquement parlant, il n'a pas de signaux techniques de renversement haussier. Peut-il y en avoir un avec le rallye de Noël? Vous savez, le rallye de Noël, c'est pas un concept du marché crypto, c'est un concept du marché action. Alors oui, nous sommes la 3e semaine du mois de décembre. Lorsqu'on prend tout l'historique du cours du CAC 40 depuis 1987 et qu'on calcule la performance moyenne de chacune des 4 semaines de trading du mois de décembre, on trouve que c'est la 3e semaine du mois de trading où on peut isoler ce principe du rallye de Noël. Actuellement, il n'a pas lieu sur le marché action. Je vous montre d'ailleurs, c'est des datas que j'ai calculées. Donc ça, c'est dans ma feuille Excel pour le CAC 40. Voilà, vous avez la performance moyenne du CAC 40 en décembre depuis 87. Avec la première semaine, la deuxième semaine, troisième semaine. C'est vraiment la 3e semaine de trading où on a une performance positive. Nous sommes la 3e semaine du mois de trading. Mais là, vous pouvez constater que les marchés actions ne sont pas en hausse. Donc et de toute façon, peu importe. Le marché crypto suit maintenant sa propre logique. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de réalité statistique d'un Christmas rally pour le marché crypto. S'il a lieu cette année, tant mieux, on verra bien. Mais enfin voilà où nous en sommes. Bon là, je perds du temps, je m'égare. Ça fait déjà 21 minutes. Le Binance, alors ça, c'est le baromètre. C'est le baromètre du moment. C'est chaud. L'affaire Binance, il y a peut-être du mieux sur le plan des dépôts-retraits. Sur le plan du jeton, le marché aurait validé ce qui serait une énorme structure en épaule-tête-épaule. La cible théorique fait peur. La cible théorique est à 170 $. Comment neutraliser ça? La seule façon de neutraliser ce potentiel technique de baisse sur le Binance Coin, c'est de redépasser, de réintégrer la ligne de coût, à savoir la résistance à 260 $. Donc, un signal de rallye de fin d'année sur le marché crypto serait tout à fait mis en évidence par ce baromètre qui serait la réintégration de la résistance à 260 $ sur le Binance Coin. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc, tant qu'on est sous la résistance, c'est bear pour viser les plus bas et même la cible théorique. Si on réintègre la pattern, elle est invalidée et on remonte à 323. Le projet utilise le CHZ en weekly. En weekly, chers amis, c'est un bear market qui continue de se déployer. On est très loin de cette phase d'accumulation, cette phase haussière du printemps 2021 jusqu'à quasiment 90 centimes. Dans l'immédiat, alors le marché a rejeté sous cette ligne de tendance une sorte de double top, a récemment cassé les 14 centimes. La cible actuelle, elle est comprise entre 8 et 9. On va y aller. Vous avez ici un support de RSI qui est en cible. Vous avez un support sur la disparité relative à la moyenne mobile à 30 semaines. Je pense que nous allons aller chercher cette zone des 8 et des 9 centimes. Maintenant, la question peut-être que certains se posent, faut-il s'exposer aux 9 centimes à l'achat? Eh bien, d'un point de vue technique, un support s'achète. Mais on gère son risque. Est-ce que ce support va relancer le bull run? Personne ne le sait. L'analyse technique n'a même pas cette ambition de le dire. Ça le permet. Donc, moi je pense qu'on va aller tutoyer vers les 8-9 centimes. Là, le marché va sûrement se stabiliser un peu, ça va dépendre du marché crypto dans son ensemble. Mais en tout cas, au prix actuel, non. Voilà, parce qu'on n'est pas sur support. Et que l'analyse technique nous dit qu'on peut aller chercher le support. Alors, en journalier, voilà la zone support, voilà les bougies journalières. Je surveille quand même le RSI, car si le RSI devait ressortir par le haut de la zone, si le RSI devait ressortir par le haut de la zone des 30, ce serait un signal haussier, comme ici. Ce fut le cas
en mai 2022. Mais je pense qu'on peut se faire peur par ici. On peut avoir ce type de bougie, aller chasser dans cette zone, et probablement ensuite un rebond. Voilà, bon, c'est la zone des 8 et 9 centimes, et là je pense que tout le monde avait vu, et que je ne vous apprends pas grand-chose. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing de cette semaine. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, passez un joyeux Noël. Prenez soin de vous. Et puis, moi, de toute façon, je reste sur le pont jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver mardi prochain. Merci à toutes et à tous et joyeux Noël.